Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis avec Sandrine Monrocher-Zaffarano aujourd'hui, qui a gentiment accepté ma demande d'interview. Voilà, donc c'est l'auteur du livre L'hygiène naturelle de l'enfant, la vie sans couche, que vous avez peut-être déjà. Bonjour Sandrine, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vous présenter? Bonjour Natacha, bonjour tout le monde. Alors, moi je suis donc l'auteur du livre que vous avez présenté. Oui. Je suis maman de 4 enfants qui sont déjà un petit peu grands puisque le plus jeune a 9 ans maintenant. Le temps passe. Oui. À l'époque où j'ai écrit le livre, j'étais assistante maternelle. Mon parcours professionnel a un petit peu évolué depuis puisque je suis entre deux carrières, une carrière d'assistante de direction et une carrière de thérapeute psychocorporelle. Voilà, en quelques mots. C'est vrai que c'est deux choses complètement différentes du coup. Oui, Vous touchez à tout. voilà un petit peu. Voilà. Alors, est-ce que vous avez pratiqué l'hygiène naturelle avec un ou plusieurs de vos enfants? Alors en fait, oui, puisque moi j'ai découvert l'hygiène naturelle quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et je dois dire que quand j'en ai entendu parler la première fois, j'ai ouvert des grands yeux écarquillés et ça m'a paru complètement extraterrestre. Oui, je crois. Et puis une fois que mon fils est né, que je l'ai allaité à la demande, ça a fait son chemin et je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris dans quel continuum ça pouvait s'inscrire et je me suis dit, mais en fait, c'est pas si hallucinant que ça. Je vois bien quand il a faim. Bon, pourquoi pas? Et puis voilà, on a pratiqué à temps partiel pour commencer avec cet enfant-là. Et puis quand ma fille ensuite est née, 3 ans après, on a continué l'aventure depuis la naissance. Ça a été un petit peu plus rock'n'roll avec mon dernier enfant, puisque la naissance a été un peu compliquée, on va dire, puisque j'ai fait une hémorragie après une césarienne, donc j'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre. Mais voilà, là aussi, on a adapté, puisque pour moi, derrière l'hygiène naturelle, c'est pas tellement quelque chose de tout ou rien. Il y a plein de façons de faire, plein de façons d'être attentif, et voilà, on fait avec ce qui est possible et ce qui est là à ce moment-là. Donc Tout à fait effectivement, il n'y a d'accord. qu'avec mon fils aîné que j'ai pas été à l'écoute de ses besoins d'élimination. C'était peut-être le temps de maturer l'information aussi, de la digérer, de... Oui, et puis je crois que quand on est nouveau parent, puis bon, moi, mon fils aîné, il a 21 ans maintenant. C'était suffisamment longtemps en arrière. Il y a Internet, plein de sources d'informations, on va dire un petit peu alternatives, qui n'étaient pas aussi faciles d'accès que ça ne l'est maintenant, où en un clic de souris, on peut découvrir plein de choses. J'ai déjà vu la différence entre les 3 ans d'écart entre mon aîné et mon second. Il y a eu une explosion de listes de diffusion, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas tellement les réseaux sociaux, on fonctionnait beaucoup par liste de diffusion, et donc ça permettait la circulation d'une information qui était confidentielle sinon. Exact. Euh, c'est vrai que tout un tas de démarches autour d'une parentalité plus accompagnante et plus maternante, voilà, commençaient à pouvoir se diffuser plus facilement à ce moment-là. Donc effectivement, pour mon fils aîné en 99, j'avais pas cette info et je l'ai découverte après. Ouais, ça m'étonne pas en même temps. C'est vrai que maintenant, avec Internet, c'est beaucoup plus facile, comme vous dites, quoi. Voilà, les couches lavables, par Oui, exemple, voilà. Déjà, rien que ça. pour second, il y avait un magasin, une boutique internet, le monde de bébé, et quand on croise des gens qui connaissent le monde de bébé, on arrive à situer, Oui, on arrive à situer à quelle génération de parents ouais, on s'adresse, alors que voilà, maintenant il y a une pléthore d'offres et c'est fabuleux. Mais effectivement, c'était des choses qui étaient un petit peu plus confidentielles. oui, Enfin, les c'est sûr. écharpes de portage, il y Oui, avait 2 marques. Maintenant, il y a tout un panel d'offres et c'est super. c'est super, oui, c'est vrai. Et du coup, comment vous l'avez connue, la chenille? J'ai pas compris, Alors excusez-moi. en fait, la Jenny, c'est une amie qui en a parlé sur la liste de diffusion Parents Conscients, la liste de Oui, Catherine Dumontet-Crémière, sur laquelle j'étais très très active à l'époque. oui,
Il se trouve que cette amie s'est également été impliquée dans la maison d'édition L'Instant Présent, qui a traduit le livre d'Ingrid Bauer. Ah oui, super. Donc, en fait, elle avait lu le livre d'Ingrid Bauer en anglais et elle l'évoquait. Et puis effectivement, moi quand je me suis lancée, je me suis dit tiens finalement ça fait sens. Donc j'ai acheté le livre d'Ingrid Bauer, j'ai commencé à surfer un petit peu sur la toile. J'ai vu qu'en anglais il y avait un petit peu plus de ressources que ce qui existait en français. Et c'est un petit peu ce constat-là qui a conduit à la naissance de ce livre, puisqu'en fait à ce moment-là en français il n'y avait pas de ressources. Dès qu'on en parlait un petit peu, on renvoyait ou sur le livre d'Ingrid ou sur des sites américains. Et puis plein de gens disaient oui, mais bon, c'est gentil, moi je parle pas anglais. Donc en fait, l'ambition de mon livre, c'était juste de proposer une petite introduction toute simple pour permettre aux gens qui, voilà, s'ils voulaient creuser un petit peu après, de pouvoir le faire. Mais en tout cas, que l'info puisse être accessible plus facilement en français, que c'est possible et ça existe. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que le livre est court, il est concis, et c'est vrai que, comme vous dites, voilà, ça donne une petite intro, et voilà. Et c'est très. Le livre d'Ingrid Ouais. Bauer, c'est un morceau de carton, Oui, quoi. et il n'était pas encore traduit à l'époque, alors Voilà. c'est vrai que il n'y a pas si longtemps que ça, je suis tombée sur quelqu'un qui parlait de mon livre en disant oui, bon, ben, il est court, il est sur sa fin, à côté du livre d'Ingrid, et c'était très très marrant parce que, en fait, la chronologie est complètement inversée. Oui, oui, Au moment, effectivement, oui, c'est une intro, et à ce moment-là, c'était la seule chose qui était disponible c'était en le seul français. livre. Ouais, C'est un peu élargi depuis, et c'est une très bonne ouais. chose. Ben, c'est vrai que moi je me Voilà. suis pas rendu compte de ça parce que quand j'ai connu la Chanie, ben, j'ai acheté tous les livres qu'il y avait et il y avait le vote dedans et voilà, et j'ai pas regardé quel était le premier et voilà quoi. Et ouais, ouais, mais voilà, donc c'est très. Mais dans ma tête, c'est quand même celui d'Ingrid Bauer qui était là. Enfin, pour moi, c'était d'abord celui-là et après, il y a des gens en France qui ont voulu aussi en parler. Et c'est exactement ce que je me suis dit en fait. Donc voilà. C'est Voilà. voilà. Effectivement, après, chronologiquement, enfin, sur les livres américains, il y a aussi un autre auteur, il y a Laurie Book, qui n'a pas été traduite Oui, en français, en tout d'accord. cas pas à ma connaissance. Effectivement, entre le livre de Laurie, enfin, Ingrid est plutôt au Canada Oui, anglophone, oui, et puis tout à fait. Laurie Book aux États-Unis. Et donc, les deux livres sont sortis, je pense, sensiblement à la même Ok. époque, mais sont longtemps restés les deux seules ressources qu'il y avait. Et pareil, du côté États-Unis, ça s'est aussi beaucoup élargi depuis, mais Ils sont plus en ça anglophone. reste, ça reste deux ouvrages qui sont fondateurs, puisque c'est eux qui ont permis que Vous ça pouvez essaime ensuite. vous pouvez me redire le nom de la personne qui a écrit le livre en anglais, s'il vous plaît, qui n'a pas été traduit? Oui, Laurie, donc Oui, Laurie, oui. Book, Bucke. PUCK. Alors, de Très bien. mémoire, il s'appelle Infant Potty Training. Oui. Alors, ce qui n'est pas forcément très heureux parce qu'effectivement, Oui. quand on voit ça, on ne pense pas du tout hygiène naturelle. Euh, mais ça parle bien d'hygiène naturelle. Mais je pense qu'en plus, il y a quand même une manière, pas qu'avec ce mot-là, hein, même avec ne serait-ce que Elimination Communication, il y a une manière en anglais de parler d'hygiène naturelle. Ils ont quand même trois ou quatre manières de le dire, qui veulent dire d'ailleurs des choses qui sont plus ou moins différentes, mais nous, c'est, à part dire apprentissage du pot, les gens, ils savent pas dire quoi. Et apprentissage du pot, ça veut dire apprentissage du pot, ça veut pas dire hygiène naturelle. Si on dit hygiène naturelle aux gens, ils sont là, je sais pas de quoi tu me parles. Ouais, c'est une des choses que je regrette, c'est de ne pas avoir réussi à trouver une expression française qui puisse rendre le elimination communication. C'est vraiment un des regrets que j'ai parce que je me suis alignée sur l'hygiène naturelle qui était ce qui était le terme employé par Ingrid Bauer dans son livre. Mais je trouvais dommage de pas pouvoir rendre cette idée de communication dans une appellation française. Je cherche encore, hein, je vous rassure, Sandrine. Oui, voilà. Parce que pour moi, un chenille, c'est pas du tout. Ça me plaît pas du tout ce mot. Le sigle ne me plaît pas. L'hygiène naturelle, ça me plaît pas. Et le nombre de personnes à laquelle j'ai expliqué ce que c'était l'hygiène naturelle et qui m'ont dit ah chenille, mais c'est moche. Mais c'est moche. Ouais. C'est Ouais. moche. Ça veut rien dire. Puis les gens comprennent pas en plus. De prime abord, ils vont me dire ah chenille, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ils m'ont dit de ces trucs certains. Et en même temps, je me dis, c'est rigolo quand les gens me le disent parce que je me dis, mais à quoi ils pensent? Mais en même temps, je me dis, si eux ils pensent à ça, c'est que tout le monde y pense en fait. Donc ça veut dire que hygiène Ouais. naturelle, ça ne veut rien dire. C'est tellement. Il faudrait en parler pendant trop longtemps pour que les gens comprennent. C'est exactement ça le problème. Alors que quand on dit elimination communication, je pense qu'on a déjà quasiment tout dit. Voilà, c'est bien Bon, en dommage. français,
malheureusement, c'était plus... Bah, voilà. même si on dit communication sur l'élimination, tout de suite ça fait t'as vu, je me la pète. Moi je fais de la communication sur l'élimination, quoi. Alors qu'en anglais ça fait cool de suite, quoi. C'est- Voilà, donc ça reste, voilà, s'il y a quelqu'un qui est anglophone, bilingue, ou qui a juste une super bonne idée, le terme reste à Ça inventer viendra en un jour. français. Il y aura quelqu'un qui aura une super bonne idée. Quelque chose qui, Ça va venir. quelque chose qui sonne bien et qui puisse représenter plus précisément ce que ça recouvre. En tout cas, de façon moins vague. Ouais, ouais, vague, ouais. C'est ça. Mm, c'est vrai. Euh, Quand vous avez commencé la chaîne, est-ce que vous avez été soutenu par votre conjoint, par votre entourage? Alors, par mon entourage proche, ouais, c'était essentiellement des mamans qui avaient des enfants du même âge, qui étaient maternantes, donc on s'est plus ou moins embarqué dans cette aventure-là, plus ou moins ensemble. Mon conjoint, on n'était plus à une bizarrerie près de ma part, donc je crois que ça, voilà, ça, on était dans, voilà, bon, l'allaitement à la demande, le cododo, le portage en écharpe. L'idée commençait à pointer de pas scolariser notre fils aîné qui allait avoir 3 ans, donc on n'en était plus, je crois, il n'en était plus à une bizarrerie près, donc ça a fait partie du package qui n'a pas eu trop de difficultés. Il n'a pas été hyper impliqué quand même, hein, voilà. Mais bon, il n'a pas mis de bâton dans les roues, Ok. il n'a pas participé pas Ni participé oui, hyper. ni non. Voilà. Et ce qui est pas mal Ce qui est aussi. bien aussi, bon, ben voilà, C'est mon mieux mari a qu'un fait autre, pareil. en tout cas. Mon mari, C'est il a mieux qu'un. dit, moi je le fais pas, mais tu fais ce que tu veux. Voilà. Non, puis c'est vrai qu'après, je me mets aussi à la place de beaucoup des conjoints. Ce sont souvent les mamans qui sont pas salariées à l'extérieur et qui sont au foyer. Donc je pense que de ce côté-là, tout ce qui était maternage, enfin lui, il s'en sentait un petit peu détaché, comme beaucoup d'hommes qui travaillent à l'extérieur de la maison. Donc ça contribue aussi, j'imagine que des papas qui font d'autres choix, qui sont plus présents, qui voilà, seraient pas aussi neutres sur la question que l'a été le papa de mes grands. C'est pas qu'une affaire de maman, mais de fait, à moins d'avoir trouvé dans le couple un moyen d'impliquer de façon plus équitable les deux parents dans les soins aux enfants, enfin ça reste quelque chose à balancer et qui reste voilà, une vaste question là aussi. Ça, c'est une très vaste question. Équitable, ça le sera jamais tant que chacun fait ce qui lui parle et que n'oblige pas l'autre et que l'autre ne se sent pas biaisé dans sa manière de faire aussi. Pour moi, c'est ça qui me paraît important, c'est trouver un équilibre finalement, parce que équitable, nous, franchement, si je fais la liste, c'est pas du tout équitable, mais bon, moi ça me va comme ça et voilà. Alors, est-ce que équitable, c'est pas équilibré, peut-être Ouais, plutôt enfin, ouais, complètement, vous avez tout à fait raison. C'est équilibré en fait, c'est exactement ça. Et Oui, l'équilibre, après, c'est il exactement ça. varie au sein d'un même couple avec le temps aussi. Ce qui est valable au deuxième enfant n'est pas forcément au troisième. Ça, c'est sûr. Ni pour le premier, ni pour le deuxième, ni pour le troisième. On est des parents différents et c'est devant un enfant différent qu'on est de toute façon. C'est vrai que, C'est aussi ça. comme vous dites, voilà, on peut élargir à la question de l'éducation même en général et on ne donne pas du tout la même éducation à l'un, ni à l'autre, ni à l'autre, ni à l'autre pour vous. Parce que franchement, félicitations, 4 enfants, vous êtes une déesse. Moi, 2, c'est très bien, je vais Pas, m'arrêter là. il y en a qui disent ça inconsciente, donc je sais pas. Aussi, aussi. Non, globalement, c'est beaucoup plus facile de passer à 3 et à 4 que de 1 à 2, je trouve. Mais oui, c'est ce que les gens disent, mais je vais pas faire le test, tant pis. C'est pas grave, je Voilà, ne le non, saurai mais jamais. après, Enfin, je pense pas. dans mon expérience, en tout cas, c'était beaucoup plus bouleversant de passer de pas d'enfant à un seul enfant qu'après de, de, de 2 à 3 ou 3 à 4. Et est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, revenir sur le chapitre d'introduction de votre livre parce que dans ce chapitre d'intro, vous revenez sur les méthodes qui étaient utilisées pour l'acquisition de la continence chez les bébés. Vous parlez du fait que les couches jetables, elles sont apparues vers 1962, c'est ça? Je ne sais pas si vous avez la date en tête. C'était les années 50, enfin, dans cette chronologie-là. Est-ce que le fait que les couches jetables soient apparues,
est-ce qu'on peut en conclure qu'avant ça, les femmes, elles avaient encore la notion du respect des besoins d'élimination? Est-ce qu'elles avaient encore la notion du fait que le bébé avait la conscience de son élimination et était capable de l'exprimer? J'aimerais dire que oui, j'en suis pas certaine en fait. Parce que je pense qu'il y a plein d'injonctions qui étaient faites aux femmes depuis bien avant l'arrivée des couches jetables. Je suis pas sûre que je suis pas. Et puis ça dépend où, en plus. Ouais. Est-ce qu'il se passait la même chose aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie? C'est un sujet très intéressant. Hein. Ça nécessiterait sûrement de faire des recherches, donc du temps, que je n'ai malheureusement pas pris. Mais on était globalement dans une logique où les femmes étaient au foyer à s'occuper des enfants, jusque dans ces années-là. Il me semble que c'était l'occasion, en tout cas, pour celles qui pouvaient ou qui... Je pense que c'était pas forcément conscient, cette attention aux besoins d'élimination. D'accord. Je pense qu'elle pouvait être là, mais qu'elle n'était pas forcément formulée, qu'elle n'était pas conscientisée, de la même façon qu'on peut donner à manger quand un enfant a faim, à l'été, tiens, il a faim, on propose. Je pense qu'il y avait peut-être quelque chose de cet ordre-là qui pouvait exister sans que ce soit nommé. Enfin, en fait, peut-être qu'elle faisait de l'hygiène naturelle sans le savoir. J'en suis pas certaine. Par contre, je pense que l'arrivée de la couche jetable a marqué un tournant. A marqué un tournant parce que ça s'est inscrit aussi dans une société qui changeait, où les femmes ont commencé à aller travailler à l'extérieur de façon plus... Enfin voilà, la société a muté aussi en même temps. Et il me semble que ça a contribué, l'ensemble de ces choses-là, la couche jetable, qu'on vend comme un moyen de libérer la femme aussi. Je pense que ça a contribué peut-être à faire passer le maternage et l'attention aux besoins à un autre plan, il me semble. Enfin, en tout cas, moi, c'est la lecture que j'en ai. Là-dessus, on rajoute que mai 68 est passé, on rajoute les mouvements féministes, on rajoute le fait que, bah oui, pour certaines femmes, être au foyer, ça représente une certaine forme d'aliénation, de s'occuper des enfants, enfin une espèce de rejet d'une part importante de ce qui peut faire être une femme. Je pense que les choses sont plus complexes que rester à la maison, s'occuper des enfants, il y a une espèce de mouvement de balancier souvent dans ces questions-là, et je pense qu'il y a eu à un moment donné un mouvement de balancier qui était peut-être du côté de les femmes on a donné et on n'a plus envie ou il faut qu'on puisse faire autre chose avant de revenir à maintenant je pense quelque chose peut-être plus équilibré où il y a me semble-t-il, alors peut-être que c'est encore très minoritaire mais en tout cas il me semble que c'est minoritaire mais que ça va en se diffusant une idée de il y a deux parents et il y a quelque chose où chacun va trouver sa place, qui n'est pas forcément une place qui va être dictée par la société, mais qui est la place que chacun souhaite définir dans son couple, dans sa famille. Voilà, quelque chose qui me semble plus à l'échelle de la cellule familiale que de l'injonction de la société qui est faite aux femmes ou aux hommes d'être comme ci ou d'être comme ça. Donc voilà, pour répondre à la question que vous me posiez avant ce qui était un peu une digression, je peux pas, enfin je ne sais pas. Je pense que ça dépend vraiment et du pays et des familles. La possibilité de cette attention portée aux besoins d'élimination me semblait plus grande. Du fait de la proximité tout simplement et puis ne nous leurrons pas, les couches lavables c'est pas absorbant autant qu'une couche jetable. Donc on se rend compte. Les conditions sont aussi que la machine à laver c'est super, mais c'était pas forcément très très répandu ou aussi facile. Donc peut-être que voilà tout ça faisait que il y avait une pratique d'hygiène naturelle, qui se rapproche en tout cas de l'attention aux besoins d'élimination, qui n'était pas forcément motivée par une volonté de communiquer, mais par tiens là si je m'évite une couche mouillée, pas forcément conscientisée. Mais dans ce qui se jouait, ça devait sûrement être dans les choses qui se mettaient en place. Voilà. Parce qu'avant les couches jetables, les femmes elles mettaient des linges en fait, c'est ça? Avec des épingles, des trucs comme ça quoi. Ouais, des linges avec les épingles à nourrice. Même pour les enfants de ma génération où les couches jetables existaient déjà, c'était beaucoup plus cher.
Je sais que moi j'ai pu avoir des échos de mes parents qui disaient bah oui, mais nous les couches jetables on n'avait juste pas les moyens, donc bah, ils avaient des langes Ah ouais, je me rends pas avec. compte. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi je suis un petit peu plus vieille que vous, Non, non, c'est sûr, mais peut-être. c'est vrai que je me rends pas Et compte. ouais. Ben, moi, il faudrait que je demande à ma mère hein, si elle se souvient hein, du prix des couches jetables, parce que moi j'ai été élevée en couches jetables, j'ai 33 ans. Je sais pas du Ouais, alors après, ouais, moi j'ai souvenir pour ma soeur. Alors bon, on était en Martinique, alors effectivement la pratique du sans couche et du C'était fesse à l'air, c'était plus facile. c'était très très facile, enfin très oui, Plus facilité par accessible. la météo, on va Oui, dire. plus accessible, oui. Donc je me souviens effectivement pour ma petite sœur, c'était pareil, il y avait des langes et puis un espèce de truc en plastique qu'on nouait sur les côtés. Enfin la surcouche en fait, Sur, c'était pas un c'est ça, truc à ouais. pression, quoi. C'était un truc qu'on nouait tout fin qui était pas aussi, c'était pas le PVC, Non, enfin ou je sais ouais. pas, et le C'est du revêtement UL. là, en C'est du pull, UL maintenant, ouais. voilà, qu'il y a maintenant pour les couches jetables. C'est ça, C'était donc c'est ça. plus facile de se rendre compte qu'il y avait un début de pipi et de peut-être proposer de terminer le pipi Ouais, ailleurs que dans la couche, ouais, dans les langes. je vois très bien. Et puis, après, faut voilà, voir aussi ce qui se passe par les pays du tiers-monde, etc. Mais il y a, me semble-t-il, dans des pays comme la Chine, comme l'Inde, quelque chose qui reste peut-être plus naturel. Et donc, est-ce qu'on peut en déduire que dans nos sociétés occidentalisées, c'était encore le cas avant l'arrivée de la couche jetable? Ça semblerait assez logique de s'imaginer qu'il y a une espèce de connexion comme ça qui ait pu perdurer, mais Ouais, donc, ça fait quand même un moment qu'il y a des injonctions qui sont faites aux oui, femmes, ça c'est aux sûr. mères, Ça autour c'est sûr. des petits. Quelle mesure est-ce que est-ce que ces injonctions-là n'ont pas coupé la connexion aux besoins d'élimination bien avant l'arrivée des jetables? Les injonctions, c'est je... ce que vous voulez dire, c'était que par exemple les pédiatres leur disaient qu'il fallait que l'enfant soit propre à tel âge ou ce genre de choses. C'était ça que vous voulez, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, oui, tout à fait. Il y a des recommandations sur le coucher, il y a des recommandations sur la diversification alimentaire qui ont énormément varié dans l'espace et dans le temps, hein. Donc on peut aussi imaginer, alors, est-ce que pour au pédiatre répondu, on peut aussi se poser la question, je ne Oui, crois pas. Mais non, c'est je sûr. pense que voilà, le suivi plus généralisé a aussi, en termes de cette coupure, je dirais, on n'arrive plus à faire confiance à, bah, ok, on ne sait pas, mais on va découvrir ensemble, à une espèce on se remet dans les mains de celui qui sait, du professionnel qui sait, puis qui n'encourage pas à une certaine autonomie et à la prise de confiance en soi des jeunes mères non plus, hein. Oui, Enfin, globalement, rares sont les témoignages de parents qui ont une relation avec le médecin ou le pédiatre qui soit une vraie relation de partenariat et d'accompagnement. Il y a très souvent une posture où le professionnel de santé se met un petit peu au-dessus et il sait. oui, Et puis les jeunes c'est ça. parents, ils débutent et ils ne savent pas. C'est ça, c'est Voilà. lui qui sait. Oui. Il y a encore C'est ça qui maintenant, hein, je sait. pense. Il y a encore beaucoup de ça, je trouve. Et ça, oui. Ne serait-ce, enfin, bon, c'est valable autour de l'hygiène naturelle, n'en parlons pas, hein. L'argument de la maturation des sphincters Voilà. qui revient, mais c'est le cas qui. Je voudrais revenir un petit peu sur les travaux de recherche de Brazelton dont vous parlez dans votre livre. Donc Brazelton, pour ceux qui ne savent pas, c'est un pédiatre américain du XXe siècle. Euh, Lui, on pourrait dire qu'il est un petit peu à l'origine de l'apprentissage classique de la propreté, celui qu'on connaît maintenant, si vous êtes d'accord. Oui, 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 tout à fait. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, dans l'esprit des parents, tout cet apprentissage de la propreté, tout ce qu'on dit donc, pour l'apprentissage de la propreté est si fortement inscrit dans l'esprit des parents, comme par exemple le fait de ne pas commencer trop tôt, le fait que ce soit néfaste de ne pas mettre des couches à son bébé, etc. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de. Allez-y. Non, mais il y a beaucoup de ces choses-là qui sont véhiculées par le corps médical. Euh, des choses qui sont issues de la formation ou de la non-formation sur le sujet des médecins. Euh, dans un moment où
On a perdu aussi de la continuité avec les générations au-dessus. Enfin, autant avant, il y avait une grand-mère qui pouvait accompagner la mère, la petite fille. Enfin voilà, une proximité des générations qui pouvait faire que il y avait un certain savoir autour des enfants qui, qui pouvait se transmettre. Là, on est dans une époque où il y a pas mal de femmes qui deviennent mères et qui n'ont jamais eu de bébé entre les mains. Je pense que ça, c'était pas aussi vrai à une certaine époque. Et je pense que dans ce contexte-là, où on n'a pas été confronté, on s'est pas occupé forcément des enfants, de la cousine, enfin, dans une famille élargie, il pouvait y avoir un bébé dont on a pris soin peut-être occasionnellement, mais en tout cas quelque chose qui fait que maintenant, il me semble que beaucoup de jeunes mères deviennent mères et que découvrent ce que c'est qu'un bébé avec ce premier enfant. Et je pense que ça contribue à ce que le médecin, ou en tout cas la figure d'autorité, explique comment ça marche. Et puis ça explique d'autant mieux comment ça marche, qu'on a recours à des livres. Enfin voilà, je pense à Laurence Fernoux, on en pense ce qu'on en pense, mais ça a quand même été un incontournable, sauf erreur de ma part, il est encore édité. Et donc l'information sur à quoi s'attendre quand on va être maman a été diffusée non plus par des proches, des grands-mères, par la famille, mais par le biais d'ouvrages écrits par des médecins. Avec une certaine valorisation aussi du côté scientifique, des études, qui fait que, effectivement, le bon sens de mamie faisait pas tellement de poids par rapport à ça. Et je peux même vous dire que mes parents ont fait de la chenille, alors peut-être pas avec moi, mais possiblement avec ma soeur, mais sans le savoir. Et quand moi j'ai été mère pour la première fois, ma mère a bien tenté de m'en parler aussi. Mais j'ai réalisé qu'elle avait tenté de m'en parler après. Je me dis, non, mais moi, on m'a fait ce qu'on m'a fait, c'est un apprentissage précoce, on m'a dressé au pot. Enfin, je pense que j'avais encore ce regard-là à ce moment-là. Parce que j'étais imprégnée d'un magazine, de lecture, voilà, oui, j'ai lu Laurence Fernoux, voilà, quand j'attendais votre premier enfant. J'ai lu le magazine, je lisais le magazine par an, et ce sont des choses qui sont communément véhiculées, qu'on ne remet pas en question, sauf si on a des raisons de le faire. Et on a des raisons de le faire. Dans mon cas, le fil qui s'est tiré, c'est parce que mon premier enfant est né par césarienne. Quand j'étais enceinte de mon deuxième, j'ai pas souhaité que ça se reproduise, donc j'ai commencé à m'intéresser à la question de qu'est-ce qui a conduit à cette première césarienne. Et puis je me suis rendu compte qu'en amont, il y avait plein d'autres choses. Et cette espèce d'autonomisation par rapport à ma grossesse, en tout cas sur cette seconde grossesse, elle a conduit à remettre en cause d'autres choses, à dire mais en fait, l'idée de faire ses nuits, l'idée de... En fait, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça correspond réellement à ce qui est bon physiologiquement pour l'enfant? Et donc ça a fait, et dans ce sens-là qu'être parent, c'est une super aventure, c'est que voilà, ça m'a fait dérouler plein de fils. Et ça m'a fait remettre en question, des choses qui je pensais qu'elles étaient vraiment vraies, établies et qu'elles correspondaient, et que c'était comme ça. Non, c'est pas comme ça. Peut-être que c'est comme ça dans certains cas. Peut-être qu'il y a des enfants qui font leur nuit. J'aime pas cette expression, mais en tout cas, dont les nuits coïncident avec celles des parents plus rapidement, et parce que c'est heureux que ça soit comme ça, mais c'est pas pour autant que quand ce n'est pas le cas, c'est un défaut d'éducation ou autre. Ça correspond à quelque chose qui reste dans une norme physiologique pour un nouveau-né ou un jeune bébé. Il me semble que ça, cette occidentalisation, cette mise en avant des études, cet accès à ce que c'est qu'un bébé par le biais de lecture et de la parole du médecin, c'est ce qui a contribué à ce que maintenant, c'en est au point que ma fille, qui a été exclusivement allaitée jusqu'à longtemps, qui a été allaitée tout court jusqu'à longtemps, dont on pourrait donc penser, à ce moment-là, il n'y avait pas de biberon à la maison,
quand j'étais enceinte de son petit frère, elle m'a parlé d'acheter des biberons. Donc c'est un poids qui est aussi social. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans les livres à destination des enfants? On voit les parents qui donnent le biberon, on a peu de représentation d'allaitement. Euh, donc moi ça m'a frappé parce que autant mon fils aîné a eu des biberons parce que j'avais soi-disant pas assez de lait, autant aucun de mes autres enfants après n'a eu de biberon à la maison. Voilà, j'ai pu les allaiter et je l'ai fait. Voilà, c'était un choix. Je suis pas en train de dire ça pour émettre un quelconque jugement. Je tiens à être claire, mais je me dis que voilà, au sein d'une famille où il n'y avait pas de biberon, où la représentation qui m'aurait semblé normale autour de l'alimentation d'un nouveau-né, ça aurait été dans la logique des choses, l'allaitement. Il y a des photos de moi en train d'allaiter ma fille. Voilà. Bon, même ça, c'était pas suffisamment fort pour contrecarrer tout le poids des messages qui sont véhiculés par les images, par les livres, par le discours ambiant. Et on parle là uniquement de l'allaitement, donc sur quelque chose de encore plus marginal, on va dire, que porter attention aux besoins d'élimination. Enfin, là, ça me semble encore plus difficile de faire évoluer les mentalités. Et des représentations. Alors après, il faut dire aussi qu'il y a eu des écueils dans le passé de recommandations, de proposer le pot effectivement à heure fixe, enfin un petit peu comme avec l'allaitement. On peut s'imaginer que voilà, on peut avoir un allaitement qui ne soit absolument pas respectueux de la physiologie. Tout à fait. Toutes les 4 heures. Passer tant de minutes entre les tétés, tant de minutes sur chaque sein. Voilà, et je pense qu'il y a peut-être eu un moment donné dans l'histoire où il y a eu des recommandations autour de la propreté qui étaient de cet ordre-là, et possiblement aussi que cette volonté d'attendre que l'enfant soit prêt s'inscrit peut-être dans un contre-pied à prendre de quelque chose qui était là pour le coup absolument pas respectueux de l'enfant. Donc en le forçant, voilà, enfin bon, il y a des récits de choses comme stimuler la défécation avec du savon ou des choses comme ça qui sont juste horribles. Donc à la limite, je peux entendre qu'un pédiatre préfère dire aux parents attendez qu'ils soient grands. Je suis pas sûre que pour éviter le non-respect, on soit dans du respect, en attendant. Certes, imposer d'aller faire pipi ou d'aller à la selle à des heures précises, c'est pas respectueux. Ça me semble pas respectueux non plus de pas être attentif et de pas essayer d'écouter. Voilà, donc c'est juste un autre irrespect quelque part. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais du coup, ça repose sur le fait qu'il y a une idée qui est véhiculée que le bébé est incontinent, que si on ne lui met pas de couche dès la naissance, il va faire pipi et caca n'importe où. Ça vient d'où ça, à votre avis? Pourquoi on a dit ça un jour? Pourquoi on a dit ça un jour? Peut-être que là c'est Brazelton en tant que membre du conseil d'administration chez Procter & Gamble qui Pampers, voilà, pour ceux qui savent pas. voilà. Peut-être que c'est là que et puis voilà, personne s'est posé la question de mais on faisait comment avant? On faisait comment avant parce qu'effectivement on était occupé à dire aux femmes qu'elles pouvaient aller travailler, qu'elles pouvaient confier leurs enfants, que c'était fini qu'elles soient à la maison, et que oui effectivement prendre une couche et la jeter c'est globalement consommateur en matière de temps, que voilà. Il me semble que voilà, cette idée d'incontinence voilà. Bon, mais du coup c'est vrai que voilà. dans l'idéal des gens, le bébé, si on ne lui met pas de couche, il va faire. Mais c'est quand même une idée super forte. Les gens, c'est même pas qu'ils le croient, c'est qu'ils le savent. Alors que c'est faux, mais ils le savent. Ils savent qu'un bébé. Je crois qu'ils se remettent même pas en question sur ça. Et c'est ça qui me fait peur, moi. C'est que le bébé, pour qu'il soit bien, parce que c'est ce qu'on leur vend à la télé aussi, regardez, cette couche, elle est magnifique, elle est absorbante, votre bébé, il va être super bien dedans. Je trouve ça assez... je vais utiliser un mot qui est un peu fort, mais dangereux, en fait, parce que les gens pensent que le bébé va faire ses besoins partout par terre si on ne lui met pas de couche.
Donc, par extension, si on n'y met pas de couche, c'est néfaste. Et il y a eu tellement, c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, voilà, le fait d'attacher l'enfant sur le pot, de lui mettre du savon sur l'anus pour simuler la défécation, il y a eu tellement de méthodes qui étaient utilisées coercitives, qu'il y a eu tellement du coup de problèmes psychologiques liés à la sexualité et autres ensuite, que je pense que les gens ne veulent surtout pas reproduire ça et que c'est l'idée que ce soit voilà, très respectueux d'attendre que l'enfant soit pris, c'est super fortement inscrit. Oui, mais Comment je peux défaire ça? Oui, bah, c'est une très bonne question, mais je pense que c'est pas euh, en communiquant. Bah, comme je vous dis, la première fois que j'ai entendu parler d'hygiène naturelle, j'ai juste ouvert des grands yeux. Moi, je pensais avoir été très respectueuse avec mon fils aîné. Donc, je pense que simplement, c'est pas forcément de chercher à convertir les gens ou à les convaincre. Je pense qu'en parlant de ce qu'on fait, en partageant avec ça, ça sème des petites graines. Et que c'est pas en 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on va changer des dizaines d'années de représentation au niveau de la société. Par contre, ces petites graines, elles montrent qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Et quand c'est mûr pour les gens, ils peuvent s'en emparer. Et ils peuvent, à ce moment-là, ça fait sens pour eux. Super. Ce qui est plus à même de faire changer, c'est de voir autrement, de voir d'autres personnes faire autrement. Et de ne pas se sentir menacé, jugé ou remis en question parce qu'on a choisi de faire autrement, parce qu'à ce moment-là, le message ne peut pas passer. Le message il peut pas passer. Fonctionner sur le mode de la culpabilisation ou j'ai la vérité quelque part. Je trouve que ça nuit beaucoup au discours qu'on cherche à faire passer. Voilà. Et pour moi, l'exemple. Voilà, montrer que c'est possible, communiquer sans se cacher, répondre aux questions sans forcément. Enfin voilà, je suis super ravie de voir qu'il y a des groupes Facebook, qu'il y a des blogs, qu'il y a plein de choses qui se développent, qu'on a les moyens maintenant de faire passer l'info, de diffuser encore minoritairement d'autres représentations, mais ça fait boule de neige petit à petit et ça contribue à faire évoluer les choses. Voilà, merci juste pour ce message d'espoir. Oui. Je vais continuer ce que je fais alors. Exactement. Je vais continuer, c'est vrai que c'est ce que je fais déjà. Et je veux rester dans la bienveillance, je ne veux pas du tout forcer les gens. Mais des fois, je me dis, mince, est-ce que quelqu'un ne pourrait pas me donner une idée pour impacter temporairement, ponctuellement les gens? Je ne dis pas que ça va le faire, que ça va impacter la planète, je ne veux pas faire la vidéo qui fait le buzz, non, mais un petit buzz, ouais, j'aimerais bien, mais un buzz bien, pas choqué, je ne veux pas choquer les gens, moi, je veux juste... parce que oui, j'ai semé des petites graines, mais... là, j'arrive à un moment dans ma carrière de blogueuse où je me dis, bon, c'est bien, mais comment est-ce que je pourrais montrer aux gens qui ne sont pas contre la chenille, ceux qui savent pas et qui pourraient vouloir savoir comment faire. Et j'ai un peu de mal, je stagne. Et bon, ben, je vais continuer comme ça. Et ceux qui sont pas contre, ils vont trouver l'info, elle va leur arriver par un moyen ou par un autre, ouais. Et ils vont pouvoir rattraper. Et la chance que les parents ont maintenant, c'est précisément qu'il y a des blogs comme le vôtre, qu'il y a des tas de sources d'informations. Il y a beaucoup d'infos maintenant qui est disponible et qui est accessible, et ça c'est super. Et puis eux-mêmes, du coup, ils vont à leur tour semer des petites graines en parlant, même sans en parler, en juste montrant, en emmenant leur enfant faire pipi quand ils sentent que c'est le besoin, ça va susciter une interrogation et ça va se... Voilà. Et peut-être que je comprends qu'en tant que blogueuse, on ait envie de se dire, ça donne un certain sens à ce qu'on fait aussi. Et oui, c'est important de pouvoir... mais je crois quelque part qu'il y a une espèce de gratuité, ou en tout cas pas de résultat à attendre. On materne comme on materne, on communique on partage, mais on partage
pour partager ou on partage pour changer les autres? Voilà, peut-être que Mm. euh, Mm. peut-être que le piège il est là. Ouais, Je sais pas. très Voilà. intéressant ce que vous dites. Mm. Ouais. Moi, j'ai toujours partagé pour partager et là, je suis dans un moment où j'ai envie d'aller plus loin, c'est clair. Et voilà. Mais en même temps, tout ce que vous dites, ça me parle beaucoup. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. J'ai toujours voulu juste donner de l'information à ceux qui le veulent. Elle est là, elle est accessible. Mais voilà. Mais bon, ben, il y a un truc que je dois apprendre là. Hein. Ça va venir et il y a certainement quelque chose qui va se débloquer. Mais voilà. Là, j'en suis là. Ben oui, mais Voilà. Je vais essayer on veut d'accepter ça pour ce que c'est, avec bienveillance. Et puis voilà. Bon, je suis pas parfaite. et personne. On est parfaitement imparfait. Ouais, ouais, complètement. Mais complètement. En tant que nous sommes en tant qu'humains. Et c'est ça qui fait. Et en même temps, c'est aussi ça qui fait que bah, c'est un moteur pour communiquer. C'est vrai que euh, de mon côté, j'ai pas non plus développé au-delà de voilà, j'ai écrit un livre. Il y a une époque où il y a eu une liste de discussion qui est plus très très active parce que maintenant il y a d'autres canaux qui se sont développés. Bon, je trouve que mes enfants ont grandi aussi, donc j'étais un petit peu moins présente sur le sujet. Mais moi, je trouve formidable qu'il y ait des gens comme vous qui soient beaucoup plus impliqués pour la visibilité de la chaîne. Euh, voilà, peut-être que c'est plus militant que ce que moi j'ai été, mais je pense qu'on a tous voilà, des façons différentes d'être, on a des personnalités différentes, et, et c'est ça qui est chouette, parce que finalement, il y a plein de choses qui sont très complémentaires, Et qui vous, peuvent se... votre livre, quand vous l'avez écrit, donc vous disiez que voilà, vous vouliez informer, est-ce que ça vous a contenté, voilà, les retours que vous avez eus, les ventes que ça a fait, est-ce qu'il continue de se vendre, euh, voilà, est-ce que ça vous a, Il continue de se vendre, ouais. Ce qui me semble toujours étonnant, parce que ça fait maintenant c'est à la voilà, mode, donc 2005, ça hein, m'étonne pas, mais ça fait 15 ans. ça fait 15 ans, ouais, voilà, c'est Ça ça. fait 15 ans, Mm, donc je trouve que c'est plutôt une jolie vie super. pour ce bébé-là, qui a le même Ouais. âge que ma fille, du coup, ils Mm. sont nés la même année. Euh, En termes de droits d'auteur, de choses comme ça, enfin moi j'étais pas du tout après ça, donc bon, je cache pas que c'est rigolo de se dire ah, je touche les droits d'auteur. Bah oui, c'est votre propriété intellectuelle, c'est vous qui Voilà. l'avez écrit, donc Mais bah, c'était chouette, voilà, moi je trouvais qu'il était chouette qu'il existe. Il y avait ce petit bout de truc. Pour moi, j'avais fait mon boulot en matière de visibilité, de choses comme ça. Voilà, vous avez le truc, vous pouvez lire et creuser si vous voulez. Moi, voilà, dans un cercle plus restreint, plus local, c'est ok, on peut en parler, communiquer. Voilà, j'ai jamais été très très présente pour développer plus peut-être sur la toile, mais ça s'est fait quand même, finalement. ouais, Donc c'est ça qui c'est est. étonnant, ouais. Voilà, donc je dirais que j'ai planté ma petite graine et puis il y a d'autres choses derrière, enfin en tout cas pour ce qui est d'un accès en français. Et après le reste a suivi et c'est super. Super, génial, c'est très bonne information. Merci Sandrine. Dans le chapitre 2 de votre livre, vous dites que certains pédiatres conseillent aux parents qui commencent un apprentissage classique de la propreté de noter les signaux annonciateurs de besoin d'uriner et de déféquer afin de pouvoir proposer le pot à l'enfant. Et vous demandez pourquoi cela n'est-il pas proposé dès la naissance. C'est vrai qu'on en a un petit peu parlé déjà. Il apparaît clairement que pour la plupart des bébés, la plupart des parents, les bébés sont incontinents. Voilà. Bon, ben, ça on en a déjà un petit peu parlé. Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'écris très mal. Et puis ça m'a toujours semblé super bizarre. Effectivement, voilà, on parlait de manuel de pédiatrie, enfin de Laurence Pernou ou autre. Ouais, par exemple. Voilà, on parle des signes à repérer et
bah, ok, très bien, mais ces signes, ils sont là quand l'enfant naît. Alors peut-être ils demandent un petit peu plus de subtilité que chez un bambin qui marche, mais ils en sont pas moins là. Donc Je suis tout à fait finalement, d'accord. voilà, finalement, ne laissons pas nos enfants se déconnecter de leurs sensations. Apprenons-leur à mettre des mots sur ce qui se passe en eux, qui soient vraiment connectés à leur corps, quoi, ils habitent leur corps. Et c'est là, c'est la thérapeute psychocorporelle qui vous parle un petit peu, mais c'est vraiment important, quoi. Ouais, c'est très Et, important. et c'est voilà, c'est dommage de laisser passer ça. Après, je conçois que ça parle pas à tout le monde. Je conçois que dans des vies très occupées, où les deux parents travaillent, ben oui, matériellement, quand on n'est pas avec son enfant la journée, c'est beaucoup plus compliqué d'observer ces Ouais, signaux. ça c'est clair. Ça n'empêche pas de le faire dans les moments qu'on partage avec l'enfant. Voilà. Ouais. Voilà, l'hygiène naturelle, c'est pas tout ou rien, c'est pas une méthode pour apprendre la propreté plus tôt, c'est juste une façon d'être avec son enfant qui s'inscrit dans un truc beaucoup plus, dans un maternage beaucoup plus global et il n'y a pas il n'y a pas de performance et il n'y a pas de. Voilà, c'est juste être avec. On est avec l'un avec l'autre, les parents avec l'enfant et on interagit et c'est juste, voilà, on va juste dans le flot de la vie de tous les jours, quoi. Là, je crois que vous avez énuméré exactement euh, toutes les petites choses qu'un parent qui va s'intéresser à la chenille, qui va l'entendre parler pour la première fois, va dire. C'est ah mais moi, mince, comment je vais faire parce que je travaille. Et mince, du coup, ça va pas pouvoir marcher puisque je vais pas le faire de la journée, donc ça va pas marcher. C'est exactement Mais, tout ce que et vous oui, avez mais dit, il quoi. n'y a pas à marcher, enfin, Et il y a il n'y a plein de pas petits pieds par terre, d'objectif. comment je fais? Mince, j'ai raté, c'est un échec. Sauf que Et non, non, mais il n'y c'est a pas grave, pas il y a des petits pieds d'objectif. par terre, quoi. Ouais, Enfin, enfin, si ce n'est d'être en relation et en lien avec l'enfant, mais il ouais. n'y a pas d'objectif Mais autre que celui-là, quoi. la notion de performance de nos jours, c'est super important. C'est vachement. On a beau voilà, être dans la mouvance de je m'accepte tel que je suis bienveillant avec moi, je suis bienveillant avec les autres, mais dans le fond, quand même, le fait de s'intéresser par exemple au développement personnel, c'est en soi, c'est une performance. Il faut faire la performance d'être bienveillant avec soi. Si on n'est pas bienveillant Voilà, avec soi, c'est c'est malveillant. ça. Vous voyez? Oui, non, mais C'est. c'est Bon, paradoxal, mais oui, il y a voilà, une espèce de pression là aussi, y compris à prendre son temps ouais, et à ralentir. c'est ça. C'est exactement ce que. Vous avez tout dit là. C'est ralentir. C'est accepter de ralentir aussi. Parce que moi, bon, ben, voilà, j'ai fait ça avec mes deux enfants, je suis habituée, voilà, et je suis plutôt cool. Hein, moi, mon fils, voilà, le caca, c'est tout le temps qu'il y en a dans le pantalon, du caca, hein, voilà. Même si je vois, maintenant je vois très bien ces signaux, et là, ça y est, il commence à très bien dire quand il veut faire caca, même s'il ne le dit pas, je vois très bien le signal de quand il veut faire caca, mais il n'accepte pas forcément ma suggestion. Non, bon, très souvent, le caca atterrit dans le pantalon. Oh, je m'en fous. Mais il y a une fois de temps en temps où ben, je déconnecte de voilà, de cette lenteur, de cette écoute, voilà, et où ben, ça va me faire stresser, et voilà. Je suis quelqu'un de stressé sur beaucoup d'autres choses, mais jamais sur ça. Mais ça, c'est vrai que quand ça arrive, des fois, je me dis, bon, écoute, ma vieille, hein, c'est pas grave. C'est dans ma tête, je vais pas spécialement m'énerver sur lui, mais je vais me dire, oh là là, mais non, mais tu te rends compte, tu es en train d'expliquer à tout le monde comment il faut faire la chenille, et là, ton fils, il fait caca dans le pantalon, non, mais n'importe quoi. Ouais, ben, alors j'ai deux choses. Quand mon dernier enfant est né, j'ai pas forcément très très bien vécu de ne pas pouvoir être en capacité d'accompagner ses besoins d'élimination les premiers mois. Parce que moi j'étais juste HS, hein, je disais j'ai fait une hémorragie qui a failli être fatale. Donc il m'a fallu un certain temps pour m'en remettre. Je comprends. Je sentais un peu cette pression-là parce que, ben, effectivement, mon fils portait des couches. Je me disais quand même, t'as écrit un bouquin sur l'hygiène naturelle. Et c'était compliqué de pas, de prendre un petit peu de distance par rapport à ça en disant mais non, il y a pas de, il y a pas d'histoire de performance, il y a pas de,
oui, on compose avec la réalité de la vie de tous les jours et ce qui se passe pour chacun. Et ça fait partie de. Bah oui, ça rend beaucoup plus difficile. Je suis pas dispo. C'est déjà compliqué de me lever. Il y a des mouvements qui sont difficiles. Marcher longtemps, c'est pas possible. Donc bah, là, clairement, il y a un confort qui m'est apporté par la couche parce que voilà. Et c'est bien qu'il y ait ce confort-là. Ouais. Et je sais qu'on peut faire autrement, mais j'ai pas la possibilité de le faire là. Ce serait mettre une pression sur moi pour coller à un espèce d'idéal de je suis la super maman connectée, machin, alors que j'étais pas du tout la super maman connectée. Je ramais comme pas possible. Non, mais voilà, j'étais voilà, en train de ramer avec mes suites de naissance et c'est ok. Et c'est ok aussi parce que ben voilà, ça s'est mis en place plusieurs mois après et l'objectif c'était pas de la propreté, enfin c'était pas une continence qui soit acquise plutôt. Quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui m'est venu là aussi, puisque vous parliez des signaux que vous observiez très clairement chez votre fils. Moi je bénis Nathanaël Bouillet-Charles, qui était aussi présente à la même époque sur la liste parents conscients et qui nous parlait de l'utilisation de la langue des signes parce qu'effectivement conjointement à mes découvertes de la vie sans couche, je découvrais aussi le fait de pouvoir signer avec mon enfant et donc de me permettre de trouver un moyen qui soit moins subtil que les signaux d'un nouveau-né, Ouais. de leur donner les moyens de s'exprimer. Enfin, Ouais. c'est juste Ça a l'air fabuleux. très clair. C'est juste fabuleux de pouvoir, avant d'avoir la capacité de dire les mots, exprimer ce qui se passe à l'intérieur. C'est d'une richesse incroyable pour la relation. Donc, Donc, pour ceux ouais. qui ne savent pas, donc Nathanaël Bouillet-Charles, elle a écrit Signe avec moi, qui était un livre. Donc elle est américaine, hein, c'est ça du coup? Non, elle est Elle est française, mais française parce qu'elle elle a, a elle a française. coécrit en fait. Voilà, c'est ça. Elle était aux États-Unis, en fait, Elle elle est a née. découvert cette approche par un Américain, enfin, bon, c'était la langue des signes américaine. Baby Signe, ouais, c'est ça. Elle a fait des ateliers là-bas puisqu'elle était expatriée à l'époque aux C'est ça. États-Unis. Et du coup, quand elle est rentrée en France, voilà, l'idée c'était elle était emballée et elle a souhaité pouvoir permettre la diffusion de ce genre de choses auprès des parents en France. Et c'est juste, Bah, moi, un- c'est en lisant son bouquin que j'ai appris l'existence de la chenille en fait. Parce que voilà. à la fin du bouquin, il y a des témoignages de maman et il y a une maman qui dit, enfin de parents, pardon, et il y a une maman qui dit que ça lui a été super utile les signes dans la pratique de la chenille. Et je me suis dit, mince, la chenille, qu'est-ce que c'est? J'ai fait rapidement des recherches. J'étais loin d'avoir des enfants à l'époque. J'étais en formation assistant maternelle justement, parce que comme vous, Sandrine, je suis assistant maternelle. Et comme vous à l'époque. Et, Oui, et donc moi, bon, à cette époque-là, j'avais pas d'enfant et donc je me suis renseignée et j'ai mis cette idée dans un petit recoin de ma tête et après c'est revenu. Mais je l'avais gardé. Je l'avais gardé parce que sur le coup, je me disais, ah, mais c'est possible. Et j'ai fait les signes avec les enfants que j'accueillais, j'ai fait les signes avec mes enfants, j'ai fait la chenille, tout ça. Et franchement, les signes, j'ai trouvé ça, mais comme vous dites, quand le bébé arrête de faire les signes un peu ce que ça s'appelle les hiéroglyphes, là, les signes oui, super durs à capter, quoi. Quand ils font juste des petits clignements d'yeux, ou quand ils font, voilà. voilà, enfin les trucs Voilà. super subtils, voilà. Quand ils arrêtent de faire ça et qu'ils se mettent à faire des signes, c'est trop bien, c'est parfait. Et pas que pour la chenille, Oui, pour oui, pour tout le voilà, reste. sortir des émotions. Oui, Enfin, je me c'est clair. souviens pouvoir exprimer de la peur, etc. Ça fluidifie le quotidien Complètement, parce qu'il y a c'est vrai. beaucoup d'incompréhension ou Ouais. de De frustration, de frustration, ouais, choses ouais. de part et d'autre. Quoi. De ne pas se sentir compris, mais du parent, de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais de ne pas pouvoir saisir de quoi il s'agit, c'est voilà, formidable. On ne l'a pas abordé, mais voilà, ça me tenait à cœur d'en parler parce que Merci beaucoup, Sandrine. Merci. ça, Bah, moi, je parle beaucoup des signes hein, sur mon blog parce que bah, je les ai faits, que je les connais, que j'adore, que je trouve ça génial. Et en plus, je sais que c'est en train de se vulgariser. Donc voilà, il y a des monitrices de signes qui apparaissent, qui commencent à faire des formations, ouais, qui le proposent. Et pour moi, c'est un allié super dans la chenille, donc indispensable. Voilà. voilà. Et moi, j'avais juste une dernière question, voilà, Oui, pour vous libérer et puis pour, voilà, pour pas trop polluer non plus la discussion.
On parlait juste avant ça des signaux, du fait que les bébés ne sont pas incontinents dès la naissance. Et vous parlez dans le chapitre 3 du livre, vous faites allusion pardon, aux coliques, qui ne serait que l'expression voilà, d'un besoin très fort d'éliminer qui n'a pas été écouté ou respecté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà ce que c'est les coliques selon vous et pourquoi la chenille aide à ça? Alors en fait, ce qu'on met, il y a des coliques, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup autour de moi en parlant, de la part de parents parlant de leur bébé qui mal au ventre, semble-t-il, qui pleure, qui se tortille, et ça, soit il a des coliques. C'est même le pédiatre a dit, c'est des coliques, c'est rien, ça passe. Effectivement, classiquement, il y a une période au-delà de laquelle il semblerait que les nourrissons n'aient plus de coliques. Et pour moi, je pense que c'est une interrogation que j'ai parce que ces fameuses coliques, j'en ai jamais entendu parler chez les parents qui ont pratiqué l'hygiène naturelle. Des témoignages que j'avais pu lire au moment où j'ai écrit le livre, il ressortait ça. Les parents se disaient bah, tiens, c'est marrant, autour de moi on m'en parle. Moi, j'ai jamais constaté ce truc-là. Et il me semble que c'est une espèce de frustration du bébé. Il y a des choses qui se passent en moi, qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas vues. Ça fait une espèce d'accumulation. Et puis à un moment donné, on arrête de signaler. Et puis on arrête d'être frustré parce que comme le besoin n'a pas été entendu et qu'on n'y a pas répondu, ça ne sert à rien. Donc on met ça un petit peu de côté. C'est un petit peu la lecture que j'ai sur les coliques dont on dit, qui semble être un cap presque incontournable quand on a un nourrisson. En tout cas, en écouter la représentation. Pour moi, c'est peut-être il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Okay, si ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup Sandrine. Oui. Voilà, et bien écoutez, moi j'ai fait le tour des questions que je voulais vous poser. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu aussi clairement, aussi complètement à toutes les questions. C'était très précis. Ça m'a fait très très plaisir. Et puis moi je suis ravie d'avoir pu découvrir votre blog. Parce que je suis ces aventures-là d'un petit peu loin maintenant que mes enfants sont plus grands. Donc c'était un vrai bonheur de me rendre compte à quel point l'information maintenant est accessible et circule et qu'il y a des parents qui sont investis, motivés, qui partagent et qui organisent des choses. Et je trouve très, très réjouissant et de très bon augure pour tous ces petits qui sont petits maintenant et les futurs adultes. Voilà. Merci Sandrine. Bien, merci à vous. Bon, très bien, c'est le moment pour nous de nous quitter. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Sandrine.